Eh bien, à nouveau, bonjour à tout le monde. On est 31 et il nous a semblé que 31, c'était un chiffre suffisant sur 96 inscrits pour démarrer et que les autres nous rejoignent. Parce que du coup, peut-être ça va leur donner envie de se dépêcher de nous rejoindre. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Galazzo, donc je fais partie de Bleu Blanc Zèbre, je suis responsable de l'animation de la communauté. Et donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je remercie direct nos intervenantes qui vont se présenter tout à l'heure. Et puis, du coup, je vais passer la parole à Louise de la Croix-Rouge avec qui on organise ça. Bonjour à toutes et tous. Ce webinaire a lieu donc dans le cadre du collectif Territoire solidaire qui fédère 8 associations et organisations en général qui ont décidé de se rassembler dans le but de capitaliser sur les différentes initiatives qui peuvent avoir lieu dans l'innovation sociale et solidaire en général. Ce collectif a donné lieu à un guide qui s'appelle Territoire solidaire, que vous pouvez retrouver sur le site web qui est affiché là à l'écran, qui est téléchargeable gratuitement en ligne et qui a donc été co-rédigé par les membres du collectif. Depuis, on a également organisé 3 webinaires, celui d'aujourd'hui étant le 3e, et les premiers ayant eu lieu sur le thème du financement de l'innovation sociale et de la mesure d'impact social. Voilà, donc on est aujourd'hui sur les questions de gouvernance. Et voilà, donc à disposition si vous avez besoin de questions ou de ressources sur ces sujets-là qu'on a déjà abordés dans le passé et qui sont aujourd'hui l'objet de notre rencontre pour continuer à capitaliser et à partager les apprentissages. Merci Louise. Pardon. Et effectivement, les webinaires qui sont passés, vous avez un compte rendu un compte rendu, puis du coup la vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de Bleu Blanc Zèbre. En fait, vous allez sur Actualité, d'où vous devriez retrouver les ressources. Euh, Très bien. Eh bien, écoutez, je vais proposer à Marélie d'Insit de se présenter. Du coup, que tu puisses te présenter toi, la structure, et puis après, je vous poserai la question un petit peu de savoir qu'on commence par une définition commune de la gouvernance partagée. Mais chaque chose en son temps. Alors, je te laisse te présenter. Merci Laurent, bonjour à tous et à toutes et merci d'organiser un webinaire sur cette thématique parce que c'est un sujet très important et chez INSIT on y accorde une grande importance mais qui malheureusement reste encore confidentiel, donc c'est super qu'il y ait des espaces comme ça qui existent et qui permettent d'en parler. Donc moi, mon rôle chez INSIT, je suis en pilotage des questions de coopération et aussi de mesure d'impact dans la structure que j'ai rejoint en septembre de l'année dernière. Donc, je pense que c'est important de resituer parce qu'il y a un historique sur les questions de gouvernance partagée que je vais essayer de restituer, mais d'ailleurs, il y a Elodie qui est là depuis les débuts, donc qui pourra compléter au besoin. INSIT, c'est une structure qui est au service du développement territorial et en particulier dans les communes ultra-rurales. On parle de 350 habitants en moyenne dans les communes où on intervient, auprès des élus locaux, des responsables associatifs pour les aider à développer leurs projets et avec une modalité d'intervention principale qui est celle de la mobilisation de jeunes en service civique qui vivent pendant 6 mois qui sont donc des habitants des villages et qui s'engagent au service des projets et des acteurs du territoire. Voilà en quelques mots. Et peut-être aussi pour resituer, donc ça fait 1 an que je suis chez INSIT et avant j'ai eu 10 ans d'expérience professionnelle dans des structures notamment du médico-social où malheureusement la notion de gouvernance partagée, que ce soit en interne avec les salariés ou que ce soit avec les usagers, bénéficiaires et autres terminologies, est malheureusement souvent négligée. Donc voilà. Merci Marélie. Et du coup, je propose de passer à Cécile. Ah là, c'est bon. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille pour Yes We Camp. On est un collectif professionnel et on tente de créer des lieux accessibles, vivants et solidaires qui sont plutôt plus connus sous le nom de tiers-lieux.
En tout cas, on fait un peu partie de cette vague-là. On existe depuis 2013 et plutôt à Paris et à Marseille. Et on a une structure qui est passée très vite de 6 à 80 personnes. On s'est beaucoup questionné sur la gouvernance partagée. Et c'est quelque chose qu'on met aussi en place dans nos lieux, qui sont très diverses, qui réunissent des personnes qui peuvent vivre dans des centres d'hébergement ou qui peuvent nous côtoyer de façon très éphémère. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de gouvernance à plusieurs échelles. Yes. Merci Cécile. Et Noémie, forcément, c'est à toi de te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Noémie Nolot. Je suis conseillère auprès de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, avec la petite particularité d'être recrutée pour mes savoirs expérientiels. Enfin, c'est un terme qui fera peut-être pas sens pour tout le monde. C'est comment, en fait, de par l'expérience rare que je vis et que j'observe, je peux mettre mes savoirs à disposition d'une institution. Et moi, j'imagine que du coup, l'Agence régionale de santé, ça parle à peu près à tout le monde. Donc une instance qui s'assure de la bonne santé de ses citoyens, voilà, pour le dire très très vite. Et puis à côté de ça, moi je suis assez engagée dans la politique, notamment du handicap, à travers une instance qui s'appelle le CNCPH, donc la Commission de consultation des personnes handicapées. C'est voilà, un regroupement de 180 associations, si je ne me trompe pas, et aussi de personnes qui s'auto-représentent. Et voilà, j'ai fait quelques petites actions, notamment avec Laurent, que j'ai connu quelques temps et depuis quelques années, sur Bénénova. Yes, merci Noémie. De toute façon, l'idée, c'est qu'on fera appel à toutes nos expériences. Juste pour rappel, avant de rentrer maintenant là, dans le vif du sujet, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on ait un moment d'échange là qui va durer 1 heure, qui pourrait aller jusqu'à 15h30, mais rien ne nous oblige à aller jusqu'à 15h30 si on termine plus tôt. L'idée, en tout cas, c'est d'aller jusqu'à 15h dans l'idée et puis de passer plus à une phase interactive avec chacune et chacun d'entre vous. Néanmoins, toutes les questions que vous pouvez avoir tout au long des échanges, soit vous levez la main, soit vous les posez dans le chat et du coup, on essaye de les intégrer. On essaye aussi d'être dans un échange qui est le plus sympa possible. Ce n'est pas un truc descendant, même si du coup, comme on est une quarantaine, ça peut ressembler à ça. Ce n'est pas l'idée. Et donc, pour ça, on vous propose aussi d'ouvrir un maximum vos caméras, que ce soit le plus humain, à défaut d'être dans un café les uns à côté des autres. Voilà, en tout cas, merci encore d'être là. Je vous propose maintenant peut-être juste de donner un peu ce que vous entendez là par gouvernance partagée, parce qu'on avait bien une définition qu'on a trouvée, mais on préfère largement la faire vivre. Et Cécile, par exemple, si toi tu dis, voilà, quand tu parles autour de toi, tu expliques c'est quoi la gouvernance partagée, comment tu l'as dit en quelques mots? Avec ton micro ouvert. Mais laisse-le ouvert, t'embête pas, je te dirai. Non, j'ai du bruit à côté de moi, donc je vous épargne ça. La gouvernance partagée, pour moi, c'est la coopération entre tous les acteurs, la transmission d'informations de manière le plus directe et honnête possible. Et en tout cas, c'est ce qui permet, je trouve, de faire vivre des valeurs au sein d'une association et de créer un sentiment de collectif, d'appartenance à un groupe. Et c'est chouette d'appartenir à des groupes dans la vie. En vrai, on aime tout ça. Hop, ça marche, merci beaucoup. Marélie ou Noémie, vous voulez compléter? Moi, je la trouve super, sa définition, et Cécile. Après, on pourrait évidemment rentrer dans certains détails, mais je pense qu'on y reviendra après sur les questions d'échelle de gouvernance partagée au sein d'une structure, avec ses parties prenantes dans le cadre des projets. Mais en tout cas, la notion de coopération, moi, elle me parle et je pense qu'elle est au cœur de la définition qu'a proposée Cécile. Très bien, ouais, et puis la notion de sentiment d'appartenance à un groupe est hyper intéressante aussi. Noémie, est-ce que tu voulais réagir ou ça te va et on enquille? Non, ça me va très bien.
Bon, très bien. Moi, j'ai une question un petit peu naïve, mais en fait, c'est pourquoi créer une gouvernance partagée? Ah ouais, ça fait longtemps qu'on fait des trucs pyramidaux, on se dit bah pourquoi changer en fait? La question s'adresse essentiellement du coup là, dans un premier temps à pareil, Cécile et Marélie. Alors pour pas mal de raisons différentes, je pense que déjà donc, sur cette histoire de cohésion, souvent dans les structures, que ça soit des structures associatives ou entrepreneuriales, il peut avoir, un sentiment de décalage entre, ceux qui sont, au CA, au conseil d'administration ou dans la direction et les équipes de terrain et de créer une gouvernance partagée, ça permet de rapprocher, fortement, bah, justement équipe de terrain, équipe de direction et donc d'avancer vers un cap commun de manière, je pense, plus serein et ça sert aussi, je pense que ça permet d'être plus innovant, en fait, parce que, quand on est dans une gouvernance partagée, on va plus facilement consulter, toutes les parties prenantes et il y a des gens qui se révèlent, qu'on avait, qui sont pas souvent consultés et en fait qui ont plein de choses à dire. Donc c'est, souvent un atout, dans les projets d'aller vers ce type, de gouvernance. Voilà les 2 premières raisons, je dirais, d'avoir une gouvernance partagée. Je pense que ça amène, du dynamisme, en fait, dans un projet. Et Laurent, tu Ah, as posé la question en amenant le pourquoi faire différemment que les structures pyramidales classiques qu'on connaît. Bon, moi, ma première réponse, c'est que ça ne marche pas très bien, globalement. Donc, ça peut ouvrir la voie déjà à se poser la question de comment fonctionner différemment. Et évidemment, je suis d'accord avec ce que dit Cécile. Après, je trouve qu'il y a aussi une richesse sur ce que ça permet de produire en termes de sortir de logiques en silo qui sont quand même très fréquentes, que ce soit qu'on pense à la question de la gouvernance au sein de la structure ou bien la mobilisation des parties prenantes. Finalement, chacun a tendance à voir par sa petite fenêtre et par la gouvernance partagée et les modalités qui sont mises en place pour lui permettre d'exister. Souvent, ça permet de faciliter cette communication et ces logiques-là. Et puis, pour revenir à la première question, je trouve que la notion de sentiment d'appartenance à un groupe, elle est aussi beaucoup plus forte quand l'autorité, elle est distribuée et quand, à un moment, chacun a sa place, a la légitimité et l'autonomie pour pouvoir agir, décider et fonctionner tout en sollicitant, évidemment, l'avis des autres personnes potentiellement impactées par des décisions. et Complètement, ouais. Oh, pardon. je t'en prie. Et, peut-être pour compléter, il me semble que ça apporte aussi euh, une égalité des savoirs, c'est-à-dire que quand on crée une gouvernance partagée, on ne vient pas du même domaine et on ne vient pas avec les mêmes expériences ni les mêmes savoirs. Et donc, mais on peut avoir des très bonnes intentions pour autant, mais pas toujours comprendre une situation parce qu'on ne l'a pas vécue. De même qu'on peut avoir vécu une situation et tellement l'avoir vécue que du coup, on ne peut pas la mettre suffisamment à distance pour y apporter les bonnes réponses, quoi. Donc, il me semble qu'il y a ce lissage-là qui est intéressant. Et puis, moi, j'avoue, je parlerais bien de la place, de la posture, peut-être, que ça apporte, que ça redonne. Parce que souvent, quand on crée des gouvernances partagées, alors on associe des personnes qui sont quand même parfois très éloignées ou qu'on a tendance... cette société, elle met quand même beaucoup de gens à l'écart, il faut bien se le dire, quoi. Et donc, voilà, peut-être juste, ça permet aussi de casser ces distances-là et de créer des rencontres, quoi. Et en Carrément. place. Ça, c'est ça. Vous disiez Je bien que ra ça allait faire réagir Cécile, du coup, là, non? Et oui, non, en fait, non, je rajoute juste, peut-être que je l'ai déjà dit, mais sous une autre forme, je pense que ça permet vraiment, en fait, pour moi, le principal atout de la gouvernance partagée, c'est de susciter de l'adhésion à un projet et à une identité. Et donc, en fait, si toutes les parties prenantes adhèrent à un projet, c'est pas toujours le cas. On peut être salarié de n'importe quel organisme, en fait, de pas trop adhérer finalement à ce qui s'y fait ou remettre beaucoup de choses sur la direction, les choses comme ça. Et donc d'être dans une gouvernance partagée, on va avoir plus d'adhésion collective et donc c'est aussi plus de rayonnement de la structure, puisque ça fait des ambassadeurs qui croient à quelque chose de commun.
Et ça permet aussi une transmission en fait, les structures, elles bougent. Et donc, il y a des personnes qui partent, qui reviennent. Et quand on est dans une gouvernance partagée, on a plus de facilité à transmettre des valeurs, accueillir les nouveaux et faire en sorte qu'en fait, l'organisation, elle se pérennise malgré les départs, les arrivées de chacun. Merci beaucoup. Et, est-ce que ça veut dire absence de hiérarchie? Ou Pas est-ce du tout. que pas du tout? Enfin, question naïve, hein, le mec fait comme s'il n'avait pas du tout réfléchi au sujet. Hein. Voilà. Non, je pense qu'il y a enfin, nous, en tout cas, dans notre organisation, on a une hiérarchie. Il peut ne pas en avoir, c'est possible. Mais il y a, dans Yes We Camp, nous, on a un CA, une direction, quelque chose de très classique, en fait. C'est plutôt vraiment une question de partage et de circulation de l'information et enfin, il y a la circulation des informations, la prise de décision, c'est sur ces questions-là que ça se joue. Mais il peut y avoir des chefs de projet, des directions, il n'y a pas besoin de tout remettre à plat. On n'a pas besoin de se revendiquer d'un collectif horizontal pour être en gouvernance partagée. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je nuancerais un petit peu, non pas qu'il n'y ait pas de fonction de direction chez INSIT, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des fonctions de direction. Par contre, la notion hiérarchique, pour moi, elle est en partie atténuée, en tout cas, dans la mesure où chacun, dans ses rôles et dans ses redevabilités, a une autonomie qui est bien plus grande que dans d'autres types de structures. Là où, dans une structure pyramidale classique, on va avoir des demandes de validation à peu près systématiques à chaque fois qu'il y a une prise de décision. Là, on est bien sur des prises de décision en autonomie, mais par contre, effectivement, des fonctions de direction sur du pilotage de structure et autres qui vont pouvoir exister, mais du coup, sous une forme peut-être un petit peu différente. Donc, on conserve la notion de direction parce que c'est une notion qui parle à beaucoup de monde, mais finalement, les contours sont un petit peu différents, et notamment la fonction managériale en tant que telle. En tout cas, chez INSIT, hein, évidemment, moi je parle avec la place que j'ai, la fonction managériale, elle est éclatée entre plusieurs rôles qui sont redistribués sur différentes personnes. Après, s'il y a des décisions à prendre et s'il faut trancher sur des sujets donnés, bah, évidemment, ça revient aux personnes dont c'est la responsabilité au titre des rôles dans l'organisation. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille encore un peu plus dans le concret. On essaie de faire un petit effet entonnoir et vous puissiez partager une situation ou un contexte qui vous a amené à mettre en place justement une gouvernance partagée. Alors, cette question-là, vous pouvez l'aborder d'un peu de différentes manières, c'est-à-dire peut-être, Cécile, du coup, la mise en place, tu vois, dans des projets que vous avez pu monter, peut-être Marie-Lie d'une autre manière, pareil, Noémie, que vous avez pu vivre, en tout cas, qu'est-ce qui a amené cette gouvernance-là? C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que chacun de nous, en fait, puisse se projeter. En fait, c'était où, concrètement? Ça s'est passé. Qui était concerné? C'était qui les parties prenantes? C'était quels enjeux? Quelle forme de gouvernance, du coup, s'est mise en place? Ça a duré combien de temps? Donc, je vais vous reposer des questions, mais c'est intéressant, du coup, je pense que vous partagiez ça, si ça vous va, une expérience concrète. Qui se sent de démarrer? Bon, je peux me lancer si vous voulez. Après, c'est un vaste sujet. Je vais donner les grandes lignes. Je pense que ce sera intéressant que les participants puissent, ou toi, Laurent, à tout moment, voilà, demander des précisions ou peut-être plus de concret, parce que souvent, et parfois, on est un peu dans les concepts sur ces notions-là. Chez INSIT, je dirais que c'est un ADN de départ. C'est-à-dire qu'à la création de la structure, j'y étais pas, hein, mais les personnes qui y étaient et qui ont cofondé la structure, elles avaient envie de pratiquer une gouvernance différemment de ce qu'elles avaient pu vivre et de placer au cœur du développement de la structure des valeurs clés que sont celles de l'authenticité, celles de la solidarité et de la notion de coopération. Donc ça, je pense que c'est un point de départ, c'est d'abord l'intention et qu'est-ce qui nous anime quand on fait un projet ou quand est-ce qu'on crée une structure.
Et je pense que c'était vraiment au cœur pour INSIT. Après, si on parle de modèle organisationnel à proprement parler, avec le modèle holacratique, la démarche Opal ou autre, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche empirique qui a été de partir d'une logique d'outils et ensuite d'amener peut-être davantage de conceptualisation. Donc, très concrètement, c'est comment, dans des réunions, on met en place le concept de prise de décision par consentement, comment on met en place des modes de fonctionnement comme la sollicitation d'avis, comment on organise une structure non pas par des personnes qu'on place à certains endroits, mais en fait des rôles qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la structure et qui vont être ensuite attribués à des personnes. Donc déjà, on change complètement de paradigme avec cette entrée-là. Et aujourd'hui, là, ça fait écho un peu à ce que Cécile disait sur la question du changement d'échelle. INSIT, au départ, c'était 2 personnes. Aujourd'hui, on est 16. Vu le déploiement de la structure en l'espace de 5 ans, après-demain, on sera encore plus nombreux. Et du coup, c'est comment, de cette démarche empirique, on arrive à poursuivre et à formaliser un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on a travaillé sur un design de gouvernance qu'on pourra regarder ensemble si vous voulez, qui permet vraiment d'articuler cette logique de cercle, les leviers de communication entre eux. Et voilà. Si on parle de manière restrictive sur là, on est vraiment sur l'équipe salariée et le conseil d'administration. Après, mais puis Noémie, je pense, parlera aussi beaucoup de ça. Il y a toute la question de l'implication des partenaires et des parties prenantes, qui est un autre sujet, mais je vais peut-être laisser la parole et j'y reviendrai ensuite. Ah, merci Marie. Cécile? Moi, il y a 3 exemples que je pourrais vous partager. Je peux vous les dire un peu rapidement comme ça, puis peut-être vous choisirez lequel vous intéresse le plus. Je dirais que, comme Marélie, nous, de base, c'était quelque chose d'un peu ça s'est fait de manière très empirique, parce que c'était un collectif assez informel de personnes en 2013, on était peu nombreux. Et en fait, on a eu une croissance très très forte en 2015, où on est de 6 salariés, enfin de 6 bénévoles membres, on est passé à 60 salariés en quelques mois, et puis à 80, puis on est monté jusqu'à 150, et après on est un peu redescendu. Et ça a impliqué que ça a engendré que notre gouvernance, qui était très organique, on va dire, où les décisions elles se prenaient très facilement, parce qu'à 6 c'est facile de prendre une décision, à 10 c'est encore facile. Je dirais que quand on commence à dépasser la trentaine de personnes, ça devient difficile, ça devient vraiment difficile. Et nous, quand on est à 150, on commence quand même déjà à avoir une sacrée taille. Et là, comment les informations circulent, comment les valeurs se transmettent, et toutes ces questions, elles se sont posées. Et donc, on a dû un peu se structurer. Ça a été assez douloureux, en fait, pour nous de se structurer, parce qu'on était très dans la mouvance collectif horizontale, justement, et se dire que ça y est, on avait une direction, un CA, des choses comme ça, c'était pas forcément vers ce à quoi on tendait. En fait, c'était extrêmement bénéfique, on avait besoin de cette structuration. Structuration, ça veut pas dire que justement, on passe à quelque chose de pyramidal sans partage de la décision. Donc, ça a toujours quelque chose qui a été au cœur de dans nos têtes, on va dire. Et c'est encore en processus, en fait. Parce que comme tu le racontes, en fait, on a appris, en fait, en faisant, il y avait tous ces trucs de gouvernance partagée qu'on connaissait pas très bien, en fait. On n'est pas de cette mouvance-là. Donc, on a commencé à lire des choses, peut-être que c'est ça qu'on doit faire. On a lu on s'est fait accompagner. Et donc, petit à petit, il y a des outils qui se sont mis en place. Il y a des choses qu'on faisait déjà, qu'on a continué de faire. Et en fait, on continue encore d'interroger en permanence. C'est pas du tout figé. Là, on est encore en train de chercher notre modèle de direction. Ça change à chaque fois au fil des ans, au fil de la maturation de l'asso. Donc ça, c'est une première chose, l'évolution en interne, ce qui s'est passé. Après, il y a un projet un peu phare qu'on a construit, qui a eu lieu de 2015 à 2020, qui s'appelle le projet des grands voisins, qui avait lieu à Paris. Et sur ce projet, on s'est particulièrement concentré sur la gouvernance partagée et questionné. Et on était 3 associations à la base de ce projet, Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain. Et c'était l'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui était un grand site de 3 hectares. Et sur ce site, on a accueilli 700 personnes en hébergement d'urgence.
250 structures qui travaillaient, qui avaient leur bureau, et du public extérieur qui faisait qu'on était à peu près 1000 à 2000 tous les jours sur le site. Avec 3 associations qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas du tout la même culture commune, et qui devaient travailler ensemble et qui ne s'étaient pas choisis. Et donc, nous, déjà, on a mis 2 ans à travailler ensemble. Et donc, ça a été tout un travail d'avoir une gouvernance partagée entre nos 3 assos. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais vous raconter un peu plus en détail par la suite. Et après ces 2 ans, on s'est dit, OK, c'est super, nous, on bosse trop bien ensemble, on est en gouvernance partagée, youpi. Mais comment on fait pour plus partager avec les voisins, donc qui étaient les habitants du site, quoi, et les parties prenantes du projet. Et ça a été super compliqué. Parce qu'en fait, on avait beaucoup de désir de partager, mais un vrai problème à la base qui était que tous les risques financiers, les risques institutionnels, c'était nous qui les portions. Donc, comment on partage des décisions hyper stratégiques quand les retombées, elles sont que sur un très petit nombre de personnes et que tout le monde ne partage pas en fait les mêmes risques. Donc, s'en est suivi. Donc, on a travaillé ça pendant 2 ans. Le schéma que vous voyez, il est issu de ce travail et il explique un peu notre gouvernance. Ça, pareil, je pourrais le développer. Et le 3e projet qui peut être intéressant au niveau de la gouvernance, c'est le projet de l'Auberge Marseillaise à Marseille, qui est un centre d'hébergement pour femmes, qui est très partenarial parce qu'on est 8 associations à l'origine de ce projet. Et on travaille ensemble en faisant de la mise à disposition de salariés de manière complètement pas cadrée, c'est-à-dire on vient à peine d'écrire une convention et ça fait 2 ans que le projet existe. Donc, ça s'est fait de manière très organique aussi. Et dans ce projet, il y a une très forte implication des bénéficiaires, enfin, des femmes qui vivent sur le projet. Et on se pose beaucoup la question de justement comment on fait des projets avec les gens. Et donc là, c'est une autre échelle aussi de participation. Voilà ce dont je peux vous parler aujourd'hui. Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Et en plus, ça fait une transition absolument parfaite pour Noémie. Elle avait vu venir. J'étais en train de me dire, il est doué. Non, mais c'est vrai, oui, moi, ça me fait écho et ça me fait forcément réagir. Parce que mon point de vue, il est assez différent, mais très complémentaire. Peut-être, moi, repartir de mon expérience. En fait, moi, je suis arrivée dans le milieu du bénévolat avec Benenova à l'époque, qui était une petite asso qui se mettait en place. Et moi, j'en étais juste bénévole, mais très vite, je suis montée aussi dans le CA, j'ai pris une place en fait. Alors, il y a tout ce que ça faisait écho pour moi en tant que personne, comme je vous l'ai dit, on parle là de la posture, mais il y a aussi tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu de cette gouvernance, toute cette vision qui était à l'époque quand même très libre, avec on croyait beaucoup quoi, justement au pouvoir d'agir, au fait que les personnes pouvaient elles-mêmes monter leurs projets et pourquoi pas les décliner et que nous, on est juste en soutien, quoi. Et puis, cette asso, elle a grandi, elle s'est étoffée. J'ai pris plus de place aussi, je suis même devenue la présidente, mais ça supposait, je pense, un énorme travail alors, parce que du coup, il fallait venir compléter en termes de théorie et de pratique, tout ce que moi, je pouvais apporter en termes d'expérience. Donc là, c'est toujours très intéressant à observer parce que finalement, peu de gens c'est pas des expériences, à mon sens, hein, elles ne sont pas si répandues que ça et elles ne sont pas si évidentes parce que ça demande quand même une adaptation de tous les côtés, j'ai envie de dire. Et puis pour l'avoir vécu encore d'une autre manière, on avait l'équipe, on avait recruté un médiateur. Et là encore, pour moi, c'était intéressant à observer, mais pareil, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui pouvait, de par son expérience, venir monter des projets dans les quartiers. Et qui n'avait pas forcément la connaissance théorique quoi, de toute l'équipe. Et donc là, on voit bien qu'à un moment donné, il faut un pilote dans l'avion quand même, quoi. Et peut-être nous, on a appris à ce moment-là parce que
on avait cette vision très libre, j'ai envie de dire, et qui en même temps était nécessaire parce elle permettait aussi d'aller chercher des tas de personnes très différentes et peut-être de donner ce sentiment quoi, que c'était possible à beaucoup de personnes qui étaient éloignées du bénévolat. Mais en même temps, ça montrait ses limites, quoi. Et ça nous montrait que... Enfin, et puis, petit à petit, nous-mêmes, on prenait une place, un peu de direction, en fait, parce que l'équipe en avait besoin, parce qu'il fallait venir apporter des outils, des méthodes, un cadre, etc. Donc, voilà, il me semble que voilà, c'est toujours très complexe à mettre en place et que se mettre à niveau de tous les savoirs et de toutes les expériences, c'est pas si évident, quoi. Et en même temps, c'est bien ce qui fait l'objet, pour moi, d'une gouvernance partagée. Elle se situe à plein d'endroits différents, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si je reformule, en gros, ce que tu dis, c'est que la gouvernance partagée, évidemment, c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qu'on défend là, mais que si effectivement on veut accueillir aussi des personnes qui sont parfois plus éloignées des codes, ou des codes parfois, ou je sais pas, là tu parlais peut-être de savoir technique, ou je sais pas trop quoi, mais en fait c'est la question de la complémentarité de l'équipe, en fait, c'est-à-dire comment est-ce que tu as des individus qui viennent parfois traduire, compléter entre ce que tu as vécu toi en tant que personne et ce que moi je sais, enfant, on arrive à faire un truc, c'est ça? En fait, la notion de liberté, c'est exactement ce que je mets, en fait, quand je parle de code. Moi, je parle de liberté parce que je pense que, effectivement, mais oui, c'est ça, c'est comment finalement on arrive à créer une équipe qui va pouvoir traduire un langage commun pour tout le monde, quoi. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas tous du même endroit. Et l'objectif d'une gouvernance partagée, à mon sens, c'est celui-là, c'est ce qui fait sa force aussi. Est-ce que, Noémie, tu pourrais nous partager peut-être au CNCPH ou dans une autre instance, en fait, ce que tu as pu voir en termes de mise en place de gouvernance partagée, tu vois, avec un contexte, et puis nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tu vois? Oui, bah, ok. Du coup, moi, je vais m'appuyer sur pour le coup, mon expérience vécue dans ce monde de la politique du handicap, où clairement, c'est leur objectif de créer cette gouvernance partagée. Juste, du coup, les membres associés sont des personnes qui vivent avec des handicaps pour une petite partie. Soyons honnêtes, hein, on n'est pas du tout sur quelque chose d'égal, à mon sens. C'est de l'ordre de 10% à peu près des représentants. Bon, ce qui fait quand même un nombre, on est 180. Juste en termes de handicap, ben, il y en a beaucoup, et ils sont tous très différents. Et donc, et aussi avec des méthodes de communication très différentes. Et pour être très concret, il y a des personnes qui utilisent des synthèses de paroles, qui n'ont pas l'addiction. Il y en a d'autres qui sont malentendants, qui sont muets. Voilà, il y a des qui sont juste très fatigables, enfin, etc. OK. Pour autant, et ça, c'est écrit dans les textes aujourd'hui, les personnes doivent contribuer aux politiques qui les concernent, aux décisions qui les concernent. Et donc, comment on fait ça? Et on voit bien, alors, le Conseil national essaie, je pense, depuis des années de le mettre en place. Et pour certaines choses, il y arrive très bien, en fait. C'est une instance qui se réunit tous les mois avec des personnes qui donnent leurs avis sur des décisions qui sont prises qui s'appliquent dans la société, quoi, sur les territoires, etc. Et en même temps, c'est aussi une instance qui carbure à 1000 à l'heure parce qu'elle travaille avec des ministres, des ministères, etc. Et que ça va très très vite et qu'on n'a plus du tout. À ce moment-là, c'est très difficile de tenir le lien en fait entre les professionnels d'un côté, les personnes concernées, c'est comme ça qu'on les nomme, d'un autre, qui n'ont pas du tout les mêmes rythmes
et qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'accompagnement, parce qu'à un moment, il faut aussi parler de choses concrètement. Et quand on parle de gouvernance partagée, en fait, forcément que si vous avez des personnes en difficulté, les budgets ne seront pas les mêmes, les moyens ne seront pas les mêmes, la communication ne sera pas la même, l'accessibilité universelle dont tout le monde parle, mais que personne n'applique. Enfin, vous voyez, il y aura beaucoup de notions comme ça qui vont entrer en conflit. Et en fait, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel ou que ça ne fonctionne pas. Je mets juste en évidence tous les points difficiles qu'il va falloir aborder, dont il va falloir parler et sur lesquels il va falloir à un moment donné arbitrer et choisir en fait. Est-ce que oui ou non, je mets le budget ici? Oui ou non, je mets l'accompagnement ici? Et ça, c'est des questions auxquelles aujourd'hui, on a beaucoup de mal à répondre parce que forcément, voilà, les arbitrages, c'est jamais évident à faire. Donc, pardon, je rentre dans le concret. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et juste pour pas rester que sur ces questions techniques, mais aussi sur, disons, les apports plus théoriques. Alors, je vous parlais de communication. Aujourd'hui, il y a des outils pour ça. On parle beaucoup de facile à lire et à comprendre. C'est des supports, des outils qu'on peut utiliser et qui en fait sont... Moi, je suis ravie d'en parler ici parce que ce n'est pas dédié au monde du handicap. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Et moi, par exemple, je m'en suis servie. Je l'ai proposé quand j'étais à Bedenova parce que parfois, il y a des choses qui étaient bien plus simples à comprendre et à appréhender quand elles sont dites simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des textes plus construits, plus travaillés. Mais à un moment donné, juste mettons-nous disons, au niveau de tout le monde, quoi. En tout cas du plus grand nombre. Parce que les autres, eux, auront bien les moyens de toute façon, la facilité, l'énergie pour aller chercher l'information comme ils la souhaitent. Mais le plus grand nombre, le plus grand nombre en réalité, il ne comprend pas et il n'ose pas le dire. Et ça, c'est une violence, moi, je trouve, aujourd'hui, surtout quand on parle de gouvernance partagée. Et là, je m'arrêterai après juste pour te donner un exemple. À l'époque où, notamment où j'étais chez Benenova, en fait, ça s'est constitué, l'asso s'est rapproché d'autres assos existantes et un réseau s'est constitué. Et en fait, c'est assez logique que je puisse, moi, en faire partie. Pour tout ce que je pouvais représenter aussi dans cet assaut. Et je me suis retrouvée en grande difficulté parce que j'avais plus personne pour traduire l'expérience que je vivais, qui était certes rare, donc pas compréhensible de tous, ni de toutes. Et seule, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai vite lâché. Et bon, après, on en pense ce qu'on en veut, mais en termes de gouvernance partagée, ça pose des questions, surtout quand on porte des projets qui sont censés représenter et apporter des réponses à des personnes plus générales, quoi. Merci Noémie. Ouais, carrément, j'allais vous demander justement de réagir. Je trouve que ça laisse je pense que ça fait cogiter pas mal de monde ce que tu viens de dire. Vas-y, Cécile. Moi, je rejoins carrément ce que tu dis. Et je trouve ça, faire de la gouvernance partagée à Yes We Camp, on a tous la même gueule, on a tous fait les mêmes choses. Enfin, on vient quand même d'univers un peu différents, mais concrètement, c'est très simple d'adopter les codes de la gouvernance partagée. C'est tout autre chose quand on essaie de le faire dans un centre d'hébergement. En fait, il n'y a pas... il n'y a pas ces codes-là, en fait. Et donc, nous, tu te prends un mur la première fois que tu essayes de faire ça. Tu as un peu l'air d'un con. Et puis après, tu développes d'autres outils parce que clairement, si tu t'en tiens à ce qui est écrit, la gouvernance partagée, c'est fait pour un type de personne, en fait, un type d'organisation qui se ressemble un peu. Et c'est pas accessible pour tous du tout. Je suis complètement d'accord. Et ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et quand on se lance dans une dynamique de gouvernance partagée, il faut être prêt à y mettre du temps. Et donc, du coup, aussi de l'argent, parce que c'est aussi des postes, c'est des personnes qui vont réfléchir là-dessus, qui vont faciliter à l'intérieur d'une organisation.
Et souvent, on est toujours confronté entre des décisions à prendre rapidement, le fait de faire circuler l'information, et c'est toujours un peu cette question-là qui se pose. Nous, au sein de l'auberge, par exemple, tu vois, Noémie, je pense qu'il y a la question des usagers, comment on les prend en compte. Et notamment, nous, on bosse beaucoup effectivement avec des travailleurs pairs au sein de notre équipe, qui sont au même titre que nous, travailleurs sociaux, mais qui n'ont pas un parcours de travailleur social, qui viennent avec leur parcours de vie, qui ont pu être à la rue, qui ont pu avoir qui peuvent encore être dans des expériences d'usage de drogue, de choses assez diverses. Donc, je parle de l'auberge marseillaise là. Et en fait, par leur expérience, ils vont pouvoir aussi nous aider à avoir de la légitimité et de la compréhension plus facile en fait du parcours des femmes qui sont avec nous. Et ça permet aussi de créer je trouve, un dialogue plus ouvert, qui n'a pas tous ces codes d'intelligence collective, des choses comme ça qui sont en fait presque excluants tellement ils font référence à un certain type de population. Et après, je pense qu'il faut aussi, quand on fait une gouvernance partagée, il y a un noyau dur qui réfléchit en fait. C'est très difficile de faire ça à 150 d'un coup. Il faut avoir des personnes qui sont dédiées à ça, qui moulinent, qui partagent. Et en fait, c'est des mouvements de va-et-vient entre un groupe de travail, le partage au plus grand nombre, on retravaille l'idée, le concept, je sais pas quoi, la chose qui a travaillé, ça revient dans le noyau dur. Et en fait, c'est que des mouvements comme ça entre plusieurs entités. Si on essaie de tout faire en permanence à 150, on se perd. Et là, on devient dans la réunionnite. Et c'est horrible. On veut surtout pas ça. Voilà, c'était ma petite réaction. Ouais, merci beaucoup. Et je veux bien rebondir, du coup, à la fois à ce qu'a dit Noémie et Cécile, c'est marrant parce que ça suit un fil. Alors, à la fois, complètement d'accord avec ce qui a été dit, et en même temps, même, je trouve, même quand on le fait dans un entre-soi avec des personnes qui ont, dans une certaine mesure, les codes, il faut là aussi, je pense, c'est pas non plus si simple. Non pas que je suis pas en train de dire que c'est extrêmement complexe de mettre en place la gouvernance partagée, mais malgré tout, il y a un enjeu d'acculturation qui est super fort, et donc de formation que même en interne sur des collègues de travail avec lesquels on a à peu près les mêmes bagages. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant ce que disait Cécile sur cette notion de va-et-vient, parce que du coup, nous, on est un peu sur cette logique-là, avec un noyau du coup qui va amener de la réflexion. Moi, par exemple, j'ai du temps de travail dédié, c'est un choix de structure de dédier une partie de mon temps de travail sur ces questions-là. Mais en fait, il ne faut pas du tout oublier le va-et-vient, parce qu'on peut avancer très vite dans un entre-soi de gens qui adorent ces concepts-là et qui les manipulent et qui trouvent tout l'intérêt. Et en fait, se larguer un collectif de travail, même à une petite échelle. Donc voilà, je pense que cette notion de va-et-vient, elle est cruciale. Et donc évidemment, a fortiori, j'imagine, avec des personnes qui peuvent être plus éloignées de cet environnement. Et si je peux me permettre, Laurent, juste de rajouter, parce que vous parlez de travailleurs pairs, j'entendais. Et en fait, effectivement, ça prend tout. C'est super intéressant quand c'est pensé en amont. Mais et c'est vraiment ça, quand c'est pensé en amont. C'est-à-dire, quand le projet, il avance, c'est exactement ça, tu parles de va-et-vient. OK, mais quand le projet, il avance, qu'en fait, au bout de 6 mois, on se rappelle que, ah oui, mais on avait des travailleurs pairs ou on avait des personnes concernées qui pouvaient... on va leur présenter, quoi. Ouais, en fait, c'est trop tard parce que le projet, il est construit. Et souvent, du coup, on rentre en conflit, voire en opposition, et même parfois, c'est plus violent que ça, avec les personnes qui vont se considérer professionnelles. Je ne sais pas comment le dire autrement, je le mets entre guillemets, mais c'est l'idée de, voilà, il y a quand même cette distinction qui se fait entre ceux qui ont un parcours classique, j'ai envie de dire, qui ont appris les choses, et puis les autres qui les ont vécues. Ça, c'est pas évident, hein. Il faut aussi le souligner. Aujourd'hui, c'est pas évident pour beaucoup de professionnels d'accepter qu'on va mettre au même titre, comme tu l'as dit, Cécile, tous les travailleurs en travailleurs sociaux, quoi, alors que vous n'êtes pas issus de la même branche. Ça, c'est un truc qu'il faut souligner parce que c'est chouette de savoir que ça existe, parce que c'est pas si évident. Et pour revenir à ce que je disais, la seule chose, et franchement, moi, ça m'agace dans le travail, c'est quand, voilà, on arrive à la fin du projet et qu'on vient de solliciter en mode, en fait, en termes d'accès, en termes de communication, en termes de langage, en termes de... Oui, mais en fait, le site internet, il est quasi bouclé.
et on n'a plus les crédits, et puis on n'a plus les techniciens pour les constituer. Enfin, voilà, ça interpelle quand même, et il y a une logique, à avoir, et une acceptation, je dirais, parce que parfois, juste, il faut accepter de ralentir. Et pour le coup, c'est bénéfique pour tout le monde, hein. Je pense que la gouvernance partagée, ça va pas du tout donner envie d'en faire, là, je suis en train de me dire. Ça peut susciter de la frustration, en fait. Parce qu'à partir du moment où on ouvre les vannes, alors, une fois que la porte est ouverte, on ne peut plus la refermer. Et donc, si on dit Zipper, participer, tout est. Enfin, en fait, la promesse, elle est hyper haute. Et donc, si derrière, il y a des couacs, en fait, ça arrive toujours de se foirer, d'un moment de prendre une décision, et en fait, on est obligé de. Je sais pas, on le fait un peu dans son coin, on veut que ça aille vite, mais finalement, il y en a qui vont se sentir super vexés, qui vont dire, ouais, de toute façon, on n'a pas été concerté, c'est toujours pareil, on bosse, puis en fait, le livrable, il est déjà faible. Enfin, ça existe partout. Nous, à Yetsucorp, je sors de 2 jours, on travaillait notre identité de positionnement, et cette question, elle est encore ressortie, alors que on avait essayé d'impliquer tout le monde comme il fallait, et que c'est vraiment dans notre volonté première, et que c'est quelque chose, c'est pas du tout quelque chose qu'on se force à faire, quoi. Et donc, il y a toujours des couacs, et ça engendre toujours des frustrations. Et il faut se préparer à avoir des frustrations, à avoir des moments de tension, et il faut en parler, en fait. Il faut toujours, il faut pas les laisser filer. Ça se décoince toujours, parce que les frustrations, elles viennent souvent d'une méconnaissance de, en fait, je suis désolée, j'ai fait ça comme ça, mais c'est parce que gna gna gna. Il y a des explications souvent. Si la volonté et l'intention derrière, elle est pas mauvaise, a priori, on s'en sort. Mais ça peut vite crisper. Donc, il faut être très, très attentif à ça, je dirais, quand on se lance dans un processus de gouvernance partagée. J'ai l'impression qu'il y a excuse-moi Marélie, des savoir-être aussi à développer, une espèce de culture un peu aussi interne, je veux dire, sur les questions d'interconnaissance, en fait, parce que si les gens n'apprennent pas à se connaître, à un moment donné, on ne se fait pas confiance, et c'est difficile de parler, et de manière authentique. C'est difficile d'exprimer, et c'est ressenti. Et au même titre que il y a les questions d'ego qui jouent, et qu'à un moment donné, chacun doit être capable de se remettre en question pour se dire, mais merde, j'ai jamais pensé que ce que je pouvais faire à ce moment-là, ça te mettait en difficulté. Et, c'est pas si évident que ça, en fait, parce que ça touche. Souvent, on parle de gouvernance partagée dans le cadre là de nos boulots, de nos engagements, etc. Mais en fait, ça parle des personnes et de qui elles sont, en fait. Et c'est balèze, en fait. Carrément. Je suis bien C'est d'accord. balèze d'autant plus que, en fait, la plupart du temps, vraiment, je pense que l'intention est bonne. Et c'est ce qui est très compliqué. Parce que, de fait, en fait, tu peux toujours comprendre que l'autre, il n'a pas fait exprès, il a agi dans telle intention parce qu'il devait faire vite, parce qu'il y avait tel ou tel sujet, parce qu'il y avait tel projet. Et en fait, on peut toujours comprendre ça. Mais alors, comment, du coup, est-ce qu'on arrive à l'équilibre? Du coup, si je peux me permettre de nuancer un petit peu, non pas que je dis pas que ce soit facile, etc., mais la question de la frustration, je pense en fait, elle existe dans tous les cadres. Les couacs du fait que les gens ne se sentent pas consultés, etc., finalement, dans des organisations qui n'ont pas la prétention à la gouvernance partagée, c'est omniprésent. Alors, je pense que ça met d'autant plus en tension les personnes qui portent ces valeurs de gouvernance partagée, parce qu'il y a une intention et une volonté de faire différemment. Mais finalement, je pense que si on devait faire un ratio de la quantité de couacs, il y en a peut-être beaucoup moins. C'est juste qu'on y porte davantage attention, et que peut-être que la question, et c'est aussi une des modalités, en tout cas nous, ce qu'on a pu mettre en place et qui est au cœur des enjeux de gouvernance partagée, c'est quels espaces on crée et on s'autorise à avoir pour la gestion de tension. Puisqu'en fait, en gouvernance partagée, la tension, elle est au cœur de la tension, non pas au sens où c'est pas négatif une tension en tant que telle, ce qui est négatif, c'est de ne pas la traiter. Donc en fait, créer des espaces pour la gestion des tensions, c'est un des leviers pour faire vivre une gouvernance partagée. Et dans le modèle holacratique, il y a ce qu'on appelle des réunions de gouvernance, et qui permettent à un moment de mettre autour de la table le collectif de travail, et que chacun puisse exprimer les tensions qu'il a ressenties dans l'exercice de ses rôles
parole et de clarifier effectivement ce que disaient Noémie et Cécile, en fait, que parfois l'attention ressentie, c'est pas du tout celle qui avait été volontairement réalisée et que l'intention derrière, c'était pas le cas, ou de réajuster parce que parfois, en fait, il y a des réajustements à faire. Si on prend la notion de co-construction, qui est au cœur des logiques de coopération qui est essentielle, en gouvernance partagée, elle peut être extrêmement complexe parce qu'en fait, le il va induire parfois des grosses difficultés à qui fait quoi et qui est légitime à faire quoi. Et donc finalement, dans ces temps et dans ces espaces de gouvernance, c'est aussi de clarifier à qui ça incombe, avec toujours cette attention dans le non pas à co-faire, mais à co-construire. C'est peut-être un peu fumeux, mais en fait, il y a vraiment cette notion-là que chacun a des redevabilités qui lui sont propres et à ce titre-là, et a l'attention à porter à faire avec les autres. Mais par contre, ça lui incombe à lui en premier. Ou à elle d'ailleurs. Merci. Euh, J'imagine que là, dans les personnes qui sont là aujourd'hui, il y a encore des questions qui se posent. Et justement, tout à l'heure, pareil, Cécile, tu avais dit que tu reviendrais sur les grands voisins. Et en fait, souvent, c'est pas si évident que ça de se dire c'est quoi la première étape pour enclencher un projet. Et en l'occurrence, c'est quoi la première étape pour enclencher un projet de gouvernance partagée en essayant d'inclure du coup toutes les parties prenantes. Et donc, tu avais dit que tu reviendrais peut-être sur les grands voisins ou l'auberge marseillaise. Et je trouve ça intéressant juste de le recontextualiser parce qu'en termes de méthode, on en a un petit peu parlé. On partagera des outils dans le compte rendu parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, puisqu'il est déjà 54. Mais est-ce que déjà tu peux peut-être nous partager un peu ça? Peut-être avec l'auberge marseillaise, justement, c'est plus. Ouais, ça va être un peu dense, donc peut-être je fais les grands voisins avec le petit schéma que je vous ai envoyé. Et déjà, juste, il y avait la première étape de bosser ensemble entre assos. Et c'est cette question-là qui s'est posée aussi à l'auberge, comment on fait de la coopération déjà entre associations. Et à chaque fois, ce qui fonctionne bien, donc nous, c'est déjà de partager les mêmes bureaux. C'est des trucs très cons, hein, mais entre le moment où on était tous dans nos bureaux séparés et qu'on a fait une équipe commune et qu'en fait, on partageait nos bureaux, on bouffait ensemble. Et on n'était plus qu'une équipe projet qui venait d'associations différentes, mais en fait, on était sur le même projet. Ça a à peu près tout changé, avec un budget commun, donc un déficit porté de façon commune aussi. Donc ça a été la première étape, nous, pour bosser ensemble. Après, quand on a voulu élargir, donc du coup, au reste des grands voisins, sachant qu'on n'était pas non plus dictature, et il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place, en fait, pour faire beaucoup de participation, beaucoup d'informations, mais on avait du mal à formaliser tout ça autour de peut-être quelque chose de plus facile et plus accessible aussi pour tout le monde, parce qu'on avait un très grand conseil des voisins. Et du coup, c'était un amphithéâtre rempli de 200 personnes, ce qui est hyper intimidant pour prendre la parole. Pas du tout le bon format si on veut faire de la participation. On a essayé, donc je vais vous expliquer un peu de ce schéma, de créer un format de gouvernance. Donc il y avait l'équipe de pilotage qui est en rouge, et donc, nous, c'était les 3 associations porteuses du projet qui portons le cadre juridique et le cadre général d'intervention, en fait, et qui faisait le lien avec les partenaires institutionnels. Donc, dans ce cadre-là, forcément, il y a beaucoup d'informations en fait, qui passaient par nous, beaucoup de responsabilités entre la responsabilité du site, la responsabilité au niveau des pompiers. Donc, c'était un peu difficile parce que quasiment tout devait remonter par ce trio de pilotage, et ça coinçait beaucoup en fait l'implication sur le site. Donc on a essayé en fait de décentrer un peu, de créer plein de petits organes. Donc il y avait les comités, il y avait 3 comités, le comité technique et espace qui était un organe où toutes les décisions relevant de l'espace, parce qu'en fait on pouvait l'aménager, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire construire des choses d'eux-mêmes ou des questions techniques. Et donc, toutes les questions qui relevaient de l'aménagement se prenaient dans ce comité-là. Toutes les questions qui relevaient de la programmation du lieu, la programmation culturelle, la programmation artistique se prenaient dans le comité programmation. Et toutes les questions qui relevaient du travail social se prenaient dans le comité travail social. Dans chaque comité, il y avait toujours une personne représentante du pilotage qui était un peu garante de nous, le cadre auquel on doit faire référence. Et donc, d'avoir, en fait, il y a toujours
quand on prend une décision, on évolue dans un cadre et c'est hyper important en fait de toujours le reposer. Sinon, on part toujours. Si on n'a pas les limites, en fait, tout le monde propose des choses qui sont pas réalistes. Donc en fait, chaque décision se prend évidemment avec des limites, des choses comme dans la vraie vie. Et après, tout le monde pouvait partager. Oui. Pardon, excuse-moi, mais j'ai une question, c'est comment tu fais à ce moment-là pour justement impliquer des personnes, par exemple, qui sont hébergées, c'est-à-dire du coup, tu vas voir tout le monde Bah, et je vais raconter tout ça, je te montre ah le d'accord, ok, truc et ok, après. Donc, il d'accord, y très avait bien. ces comités. Donc, après, toutes les personnes qui voulaient. En fait, il n'y avait pas. C'était pas un nombre fixe de personnes. Il fallait juste qu'il y ait la personne référente de l'espace côté pilotage et après, qui veut vient à ce comité. Donc, parfois, il peut y avoir 2 personnes, parfois, il peut y en avoir 15. En fait, en fonction des sujets qui étaient abordés et que les gens voulaient aborder, ça pouvait mobiliser ou pas mobiliser. Ça, ils se réunissaient tous les 15 jours. Enfin, c'était de manière assez fixe ou tous les mois. Et ensuite, il y avait les cercles dans le projet c'était des choses qui étaient hors de contrôle, hors de notre contrôle total, c'est-à-dire ça va être des occupants, des résidents qui vont se réunir pour travailler sur des sujets. Donc, par exemple, ça pouvait être des cercles thématiques autour. Là, j'ai mis le cercle textile parce qu'il y avait pas mal d'occupants qui avaient un lien avec le textile et qui, du coup, voulaient faire des projets autour de ça. Donc, eux, ils font leur réunion. Et puis, à un moment, si ça touche un des comités, je sais pas, ils veulent faire un festival du textile sur le site, il faut qu'ils aillent le présenter en comité programmation. Et là, il y a une décision qui est actée. Il y avait des cercles qui étaient plutôt au niveau géographique de tel bâtiment, des cercles au niveau des projets. Par exemple, il y avait un truck shop. Et à chaque fois, c'est eux qui décident de leur mode de gouvernance, de leur façon de réunir les gens. On n'est pas forcément dedans, on peut être dedans, comme n'importe quelle partie prenante du projet. Et les décisions, elles s'actent en comité. Et donc, ça fait des ping-pong en fait entre tous ces petits organes. Et tous ces endroits sont ouverts. Donc, on peut assister au pilotage. N'importe quelle personne peut venir écouter la réunion de pilotage. Il n'y a pas de secret. Il y a des comptes rendus qui sont produits. Et après, tous les 2 mois, il y a un conseil des voisins qui réunit toutes les parties prenantes du site. Et là, on explique ce qui s'est fait dernièrement. Et c'est plutôt à caractère informatif, le conseil des voisins. Parce que c'est trop grand et donc bien sûr on débat, c'était un peu l'organe de débat du site. Et donc pour mobiliser, il y avait plusieurs outils. Il y avait des outils numériques. Donc, nous on travaille beaucoup sur Slack. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un espèce de forum un peu et ça remplace un peu les mails. Justement on parlait de ça en début de. C'est pas mieux. Ça fait aussi beaucoup de sollicitations, mais et donc on s'informait beaucoup là-dessus. Évidemment, ça marchait pas du tout avec les centres d'hébergement qui ne sont pas sur Slack. Donc là, c'était plutôt de la mobilisation physique où typiquement, moi, j'allais voir les personnes une à une et c'était en fait dire, voilà, tu as envie de t'impliquer sur cet espace, il faut que tu viennes à cette réunion, c'est important. Et après, au moment de la réunion, comme c'était des plus petits groupes, c'était plus facile d'interagir avec tout le monde et d'avoir cette attention particulière à tous. Dans les faits, c'est super dur d'impliquer à cette échelle-là, toutes les personnes, enfin tout le monde, en fait, tu peux jamais impliquer tout le monde. Et en plus, il y avait des grosses frustrations sous la gouvernance parce qu'il y avait il y avait un cercle de personnes qui avaient envie que le projet soit complètement horizontal et partagé par tous. Et en fait, c'était pas possible pour nous. Donc, il y a beaucoup de choses il y a eu beaucoup de frottements, beaucoup d'embrouilles en fait assez fortes. Et on a énormément discuté en fait nous, il y a un moment où on pourra pas tout partager, mais parce qu'en fait, on est bloqué sur certaines choses. À l'inverse, dans Yes We Camp, dans notre organisation, on a beaucoup moins on partage quasiment tous les mêmes risques. On a un CA qui est en collégial, donc on n'a pas de président qui porte à lui seul le risque de l'association. Et donc, du coup, on est beaucoup plus en mesure de partager toutes les décisions et de prendre, par exemple, récemment, avant, on était tous payés pareil. Et récemment, on a fait tout un travail sur notre politique salariale pour savoir comment on allait se rémunérer. Maintenant, on a envie de s'augmenter, passer du SMIC à peut-être un meilleur salaire. Et ça a été 1 an de travail, en fait, pour qu'en fait, tout le monde soit d'accord et aboutir à une décision qui nous convienne. Et c'était très difficile. Il y en a qui étaient très attachés au salaire unique et d'autres qui l'étaient moins. Ça a créé beaucoup de frottements, beaucoup de débats. Et donc, il y avait un groupe de travail qui était composé de membres de la direction, de membres des
du comité du personnel, de salariés, de bénévoles, enfin un peu de tout le monde, quoi, très représentatif de l'asso, qui s'est réuni et qui a produit en fait des choses pendant plusieurs mois. Et il y a eu beaucoup de réunions avec tout le monde pour essayer de comprendre ce qui se passait, beaucoup de débats en interne, un grand séminaire pour acter les choses. Et finalement, c'est à l'AG, qui est le moment formel en fait où on acte vraiment les choses chaque année, que la décision a été prise. Mais donc en fait, les décisions en gouvernance partagée, ça peut aller de trucs un peu basiques sur la gestion d'un site comme les grands voisins, ou comment on prend comment on partage plus les choses et qu'on crée du commun, parce que l'objectif des grands voisins, c'était de créer du commun, à prendre des décisions dans une association à 100 personnes sur OK, comment on change nos salaires, qui sont des décisions qui normalement sont prises par plutôt un petit nombre de personnes et qui sont plutôt en direction. Là, c'était pas le cas. Voilà, je sais pas si j'ai un peu donné des pistes là-dessus. Ouais, très bien. Et puis je trouve ça chouette parce que parfois on oublie un peu, enfin, je dis ça, mais je trouve ça intéressant de pouvoir rappeler qu'à un moment donné, il faut aller au porte-à-porte, voir les gens en direct. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que, et tu as parlé de la taille des groupes, ça aussi c'est hyper important. Des gens qui vont arriver dans une réunion, déjà ils sont pas forcément tous à l'aise pour aller dans une réunion, tu vois, avec quoi ça peut ressembler. Et en plus, s'il y a 30 personnes, bah, effectivement, les gens ils vont potentiellement rapidement s'effacer ou même pas venir. Et donc, je trouve que c'est vraiment pas anodin en fait comme exemple. Et évidemment, donc on arrive à 15h04, donc je suis celui qui parle et en même temps qui va faire voilà, je suis obligé de faire attention au chronomètre. Mais je voulais t'entendre, Marélie, je voulais savoir si tu avais quelque chose, toi, à partager, parce que les projets que vous mettez en place avec des jeunes qui arrivent dans des communes, dans des villages, il y a forcément une implication à un moment donné du maire, des riverains, tu vois, des habitants, etc. Et c'est quoi justement cette première étape, même si ce n'est pas forcément ce qu'on appellerait là la gouvernance partagée, néanmoins le projet il est largement collectif et dans de la coopération. Et est-ce que tu pourrais juste nous faire une petite image à tout le monde de ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, du coup, ouais, je ne sais pas non plus si on peut appeler ça de la gouvernance partagée, mais de fait, c'est sur la modalité d'impliquer et de rendre acteurs l'ensemble des personnes qui sont sur les projets. Donc nous, ce que j'ai présenté rapidement au début, mais peut-être pour rappeler, ITSIT, on a une modalité d'intervention commune qui est celle du volontariat rural, c'est-à-dire de proposer à des jeunes des missions de service civique dans les villages, où ils vont vivre pendant 6 mois et réaliser leur mission au service des projets et des habitants. Donc, en fait, donc ça, c'est notre modalité d'intervention. Après, tout le reste, en fait, se construit avec les parties prenantes, avec les élus et les porteurs de projets, puisqu'en fait, c'est avec eux qu'on construit un diagnostic conjoint du territoire. C'est ensuite avec eux qu'on construit les fiches missions, c'est-à-dire qu'on part de leurs besoins. Et sur cette base-là, on va pouvoir proposer des missions en lien avec l'environnement, des missions en lien sur le lien social, sur le patrimoine, mais du coup, en partant des besoins du territoire. Donc, il y a vraiment cette logique de démarche ascendante, en fait, puisque c'est au local que les missions se créent. Ensuite, les jeunes se positionnent sur ces missions et vont les faire vivre au quotidien dans les villages. Et là, il y a une double modalité, c'est-à-dire qu'à la fois, ils viennent et ils réalisent leur mission, leur engagement au service des projets, et en plus, ils sont habitants. Et ils deviennent habitants puisqu'ils habitent dans le village, et à ce titre-là, ils peuvent aussi créer des synergies et développer des projets qui seraient complètement, qui sont absolument pas dans leur fiche projet initiale. Par exemple, je sais pas, je pense il y a quelques semaines, des jeunes qui ont développé un livre de recettes entièrement sur des recettes locales avec des habitants du territoire. Donc, on voit bien aussi la manière dont ils peuvent eux-mêmes mettre leurs pattes et s'approprier les projets. Et après, du coup, je trouve que, en fait, nous, on a la notion de bénéficiaire, elle n'est pas valable chez INSIT, puisque en fait, l'ensemble des acteurs, ils sont partie prenante au projet, que ce soit les élus, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les jeunes qui sont impliqués. En fait, ils sont acteurs et partenaires. Donc, on sort aussi de cette logique de participation d'usagers, puisque en fait, d'usagers, on passe à acteurs à proprement parler. Donc, c'est pas forcément aussi les mêmes problématiques.
Et peut-être juste par rapport à la question d'Arnaud, si je peux en une minute, sur une décision qui a été prise en gouvernance partagée, en fait, la structure même, elle est organisée autour de la gouvernance partagée. Donc, dans l'absolu, on pourrait presque dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont prises en gouvernance partagée. Après, il y a des exemples concrets, par exemple, quand on fait l'évaluation entre pairs, où ceux qui ont les fonctions de direction se font évaluer par leurs collègues au même titre que les autres. Enfin, ça, c'est des modalités aussi qui permettent de donner à voir comment ça se traduit concrètement entre les différents. Merci Marie. Laurent, si je peux juste apporter un petit complément juste par rapport à la montée en compétences dont parlait Marie, parce que je trouve que malgré tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à travailler. On était là pour ça, il fallait en parler. Mais le fait, ces organisations-là, elles portent et elles apportent énormément, et notamment la montée en compétences des personnes. Et après, c'est difficile parce qu'on ne sait pas toujours la qualifier et la reconnaître comme classiquement, quoi. Mais de fait, c'est des personnes qui acquièrent, en tout cas, il me semble quoi, que ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et en fait, là, je me réfère juste à un projet où ce sont des résidents d'un établissement qui recrutent eux-mêmes les personnes, les salariés qui interviennent au quotidien, quoi. Et donc, forcément, ils ont dû apprendre beaucoup de choses, du recrutement jusqu'à l'évaluation de la personne, quoi. Voilà. Ouais, hyper intéressant. Avez-vous embarqué des acteurs institutionnels type préfecture, collectivité au sein de vos gouvernances partagées, qui sont souvent par ailleurs de potentiels financeurs? Mhm. Voilà. Pour INSIT en quelques mots, alors embarquer, ça dépend ce qu'on entend par embarquer. On est ambassadeur de cette démarche-là dans l'ensemble des lieux dans lesquels on est, dans le cadre de nos comités de pilotage, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va porter. Après, est-ce qu'on a modifié la gouvernance de nos partenaires institutionnels? Je pense qu'il faut. Enfin, voilà, on n'a pas forcément cette capacité-là, mais de fait, c'est un point qui les intéresse énormément. Et c'est un sujet, aussi bien les individus que les structures, qui se posent, qui est posé. Et après, sur le volet fondation en particulier, mais Elodie pourra compléter. Les fondations se posent beaucoup ces questions-là. Et notamment dans le cadre de la Fondation de France, dans le cadre du programme Inventer demain, c'est un vrai point d'attention. D'ailleurs, il y a Yes We Camp qui est aussi représenté et qui a envie d'en faire un petit peu un laboratoire pour mieux comprendre nos modalités d'action et en quoi elles sont porteuses de changement. Merci. Ouais, On a un diplôme universitaire qui s'appelle le diplôme universitaire espace commun, qu'on porte avec l'université Paris-Est et en Côte. Et il y a des acteurs institutionnels qui ont participé. On a plusieurs formats d'intervention, et donc on reçoit parfois des gens plus institutionnels qui viennent se former à ces questions-là. Et après, par contre, donc, effectivement, comme je rejoins je rejoins qu'on n'est pas en train de changer les gouvernances des préfectures et des collectivités, clairement pas. Et puis surtout, on est aussi un peu obligé d'avoir des interlocuteurs uniques au sein de nos organisations, parce que si à chaque fois qu'on fait un projet, ils ont des personnes différentes, ils s'en sortent plus non plus. Par exemple, à l'auberge, on est en gouvernance partagée avec les assos, mais pour autant, il n'y a que Yes We Camp qui est interlocuteur de la préfecture. Parce qu'en fait, sinon, ça crée des monstres un peu. On ne sait plus à qui on parle. très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, parce que c'est le moment? Voilà. Comment on participe au DU? Arnaud, n'hésitez pas à prendre la parole en direct. Hein. On est Oui, 36. merci. Ouais, c'était pour Ouais. rebondir sur l'info que partageait, je crois, Cécile à l'instant, sur le fait qu'un diplôme universitaire existait et qu'il pouvait y avoir des passagers clandestins qui viennent de temps en temps écouter des trucs. Enfin, j'ai compris ça comme ça. Du coup, je me demandais comment, si ça nous intéressait, qui on pouvait contacter, s'il y avait un lien.
Alors, attends, je suis en train de chercher justement. Alors, je regarde juste parce que j'ai une brochure sous les yeux, mais je ne sais pas si c'est. Alors, c'est sur notre site internet. Nous, on a une rubrique qui s'appelle Se former. Et dessus, on peut postuler pour participer au DU, mais attention, parce que c'est assez engageant d'y participer parce que c'est un diplôme immersif. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs sessions au cours d'une année où on va dans des sites, découvrir des espaces. Enfin, en fait, c'est pas, on va pas visiter les projets d'Esprit Camp de toute la France, c'est plutôt on va voir d'autres personnes qui font des trucs. Parfois, il y a des projets d'Esprit Camp dans le tas. Et donc, l'idée, c'est d'être au sein avec les équipes de projet qui racontent un peu comment ils font. Et donc, c'est des sessions de 2 jours, 4 jours, ça dépend un peu. Donc, c'est un peu, ça prend un peu de temps. Et donc, tout ça, c'est sur notre site. Je peux vous trouver. Ça y est, j'ai trouvé la page. Ah, Je super. peux la mettre. Très bien, on a. De recrutement. Pardon, excuse-moi. Non, il y a des moments, enfin, il y a plusieurs sessions, mais je pense qu'en ce moment, c'est le moment d'ailleurs de postuler pour faire partie de la future session du diplôme. N'hésitez pas du coup, parce que là, on est encore pas mal et c'est le moment où vous pouvez partager des outils. Par exemple, j'ai mis dans le chat en fait la ressource partagée là, sur les échelles de gouvernance. Et en fait, nous, on va reprendre tout ça et on mettra ça dans le compte-rendu. Donc, vous aurez la vidéo, le compte-rendu écrit et les ressources. Donc, n'hésitez pas à les partager. On mutualise. Et du coup, il y avait une question de Citizen Campus, en fait, que j'ai perdu entre temps. Est-ce que l'équipe salariée, en gros, peut être à la base d'une évolution de la gouvernance partagée? Citizen Campus, vous avez le droit de préciser la question si jamais on a besoin. Non, je ne sais pas si je précise, j'assumais pas du tout ma question. Non, Trop tard, là. Je l'aurais pas écrit sinon. Mais non, mais c'est une vraie question en fait. C'est comment on fait aussi quand on est une équipe salariée où on pense que en termes de cohérence vis-à-vis des actions et à la fois vis-à-vis du mode de fonctionnement en interne, comment on peut nous être à l'initiative de plaider ça sur des structures associatives qui sont sur des gouvernances plus classiques. Vas-y, réponds Marélie. Oui, après, je pense que tu pourras compléter. Enfin, moi, mais parce que c'est assez personnel. Je pense que une équipe de salariés peut être à l'initiative au sens proposé, mais il faut qu'il y ait une écoute favorable. C'est-à-dire qu'on ne peut mettre de la gouvernance partagée que si les équipes dirigeantes, en tout cas si on est dans un modèle classique, si les équipes dirigeantes sont favorables à la mise en place. Sinon, on va perdre beaucoup d'énergie à essayer de le faire à son échelle. On va pouvoir éventuellement, si on a des fonctions managériales, l'appliquer à sa propre équipe, mais on va avoir énormément de mal ensuite à faire le lien entre les équipes et la direction. Mais Cécile, tu as peut-être un autre avis, hein, je ne sais pas. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça peut venir des équipes salariées. Enfin, nous, dans notre cas, Yes Camp, c'est venu d'un petit groupe de personnes qui n'étaient pas en direction. Mais pour autant, on avait un terrain très très favorable, donc c'est vraiment pas représentatif, je pense, d'une entreprise qui est peut-être plus classique et qui va mettre un peu plus de frein là-dessus. Mais il faut leur montrer les avantages. Excuse-moi, Cécile, je t'ai coupé, pardon. Vas-y, Elodie. J'allais dire exactement ce qu'a dit Cécile, il y a la question du côté, pas hostile, mais en tout cas de la difficulté à potentiellement soit être acculturé à ce type de gouvernance, soit s'y projeter. Et quand ce n'est pas forcément le cas, je pense qu'il y a montré les bénéfices. Et c'est quoi la plus-value que d'avoir ce type de gouvernance? Et il y a plusieurs aspects sur lesquels je pense qu'on peut convaincre. Vous avez cité le fait de déjà le faire à son échelle. Je pense qu'il y a des résultats qu'on peut prôner. Et après, je reste convaincue que en étant déjà dans le système, on peut le changer un peu. En tout cas, c'est ma conception. Donc, je me dis déjà d'y être, c'est déjà pas mal. Et qu'il y a aussi des éléments de preuve. Et je pense que déjà, dans ce que vous faites, il y en a plein. Et il y a encore, je pense, des moyens. On parlait des questions de coopération tout à l'heure. C'est aller chercher des alliés. Les alliés, ils sont parfois dans sa structure, ils sont parfois en dehors.
Et il existe plein d'espaces pour amener des alliés à des moments qui peuvent être dans la continuité, c'est-à-dire à l'intérieur de la structure ou de manière ponctuelle. Donc, moi, j'aurais la carte de la coopération, de la coalition, de l'appel à un ami dans ce cas. Et je pense que, en tout cas, je crois que d'avoir déjà une équipe, quand tu dis équipe salariée, ça veut dire que vous êtes déjà plusieurs. C'est déjà un aspect qui est ultra positif. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est déjà une dynamique qui peut être, en tout cas, un espace de changement. Je vous ai partagé, bon, vous connaissez peut-être, hein, mais c'est un peu la Bible un mec qui a pas mal écrit sur la réinvention des organisations. Et lui, il parle beaucoup de groupes qui sont très. On n'est pas sur l'association de Bitnik, donc c'est très concret. Il y a c'est Danone qui va changer sa façon de faire, et des organisations à 3000, 6000 personnes. Donc, c'est pas, je pense que c'est possible pour tout le monde de changer de façon de changer sa gouvernance. Ouais, et j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu partages la question des salaires, justement, parce que c'est des questions quand même, là, qu'on n'a pas l'habitude de toucher en France. Et justement, ils en parlent à un moment donné dedans, de comment, à un moment donné, on rend public nos salaires si on est à l'aise avec ça, etc. Donc, effectivement, ils sont allés au bout. Ouais. Marélie, je t'en prie. Non, mais c'était pour abonder sur la fiche que je vous ai partagée, parce que donc il y a un livre qui est un peu la Bible, qui est Reinventing Organization, mais il a fait aussi une conférence. Donc, si vous préférez le format vidéo, en 1 heure et demie, vous pouvez aller vraiment vous familiariser avec ces concepts-là. Et tout à l'heure, Elodie parlait d'éléments de preuve à apporter. Bah, c'est aussi ça, des éléments de preuve, et de pouvoir dire, bah, regardez, ça marche ailleurs, et réussir à convaincre et à embarquer l'ensemble du collectif de travail, si tout le monde n'est pas encore déjà convaincu. Et je veux bien juste compléter parce qu'en fait, je vous trouve peut-être sage. Il y a des questions quand même, en tout cas comme moi, j'entends beaucoup sur OK, mais comment est-ce que finalement les personnes prennent le lead aussi? Comment se sont concernées? Comment est-ce que on prend cette place? Comment on ose intégrer une gouvernance? Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions, c'est notamment une question de confiance, mais il me semble qu'il y a une grande part de sensibilisation et d'information peut-être à faire pour que chacun, à un moment donné, puisse se dire, en fait, je peux intégrer, je peux clairement participer de manière très pratique à ce type de gouvernance. Et en fait, j'avais juste envie de faire un parallèle. Moi, je suis très connaisseuse du monde médico-social et je vous fais confiance pour transposer dans vos domaines, mais finalement, avec ce qu'on s'est dit là depuis plus d'une heure, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place et qui bougent dans ce monde du handicap, même si on a tendance à se dire qu'il est à côté du monde, mais en fait, il évolue aussi. Et typiquement, avec les instances, les institutions qu'on pourrait croire très très loin, mais qu'aujourd'hui, à travers des nouveaux projets, type, on en parlait tout à l'heure au début, Laurent, avec les communautés 360, par exemple, on arrive en partant des besoins d'une personne à mettre tout un tas d'acteurs institutionnels de divers secteurs, divers champs, mais autour de la table, quoi. Et en même temps, pour moi, ce qui fait toujours défaut, c'est comment on permet aux personnes de prendre conscience de leur citoyenneté. Parce qu'en fait, je pense que si on fait ça, alors forcément, on a plus envie de s'investir et aussi de contribuer. Voilà. Et c'est des questions en fait qui moi m'interrogent parce que c'est jamais évident à mettre en place non plus, quoi. Comment on va les chercher, quoi, et comment on sensibilise les personnes. Oui, parce que je pense que, enfin, je sais pas si c'est ce que tu essayes de dire, mais il y a beaucoup de personnes qui sont tellement habituées à être exclues de toutes parts que tu peux leur dire 1000 fois qu'elles vont participer, qu'elles peuvent participer, qu'il faut qu'elles le fassent, tu peux les amener à la réunion, enfin, faciliter tout ce que tu veux. Elles ont toujours l'impression que ça va pas être pris en compte. Donc, c'est beaucoup ça demande d'être très convaincant. C'est exactement ça. Le nombre de personnes qui vont répondre mais de toute façon, on ne m'écoutera pas, je ne suis pas concernée. C'est assez incroyable en fait, alors que tout est là pour sécuriser.
Très bien, merci beaucoup. Du coup, ce temps d'échange touche à sa fin. Merci beaucoup, Cécile, Marélie, Noémie, Louise, ma coéquipière. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que vous repartez en tout cas avec des réponses à des questionnements que vous aviez. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous partagera donc le compte rendu, vous recevrez un mail et je vous invite du coup, on ne fera pas forcément d'autres webinaires maintenant avec le collectif tout de suite de Territoire Solidaire. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des actualités de ce côté-là avec Bleu, Blanc, Zèbre. Alors, je vous laisse regarder, je ne vais pas faire forcément un gros discours sur Bleu, Blanc, Zèbre. Retenez peut-être juste que ce à quoi s'intéresse, c'est en fait, identifier des problématiques sur des territoires, identifier des solutions qui y répondent et essayer justement de connecter les endroits où il y a des besoins et les endroits où il y a et les gens qui portent ces solutions-là sur l'habitat, l'emploi, l'éducation, la transition écologique, la santé et l'éducation, les fraternités. Bon, je n'en dis pas beaucoup plus. En tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le site de Bleu Blanc Zèbre et sur Eventbrite, il y a une chaîne Bleu Blanc Zèbre aussi que vous pourrez trouver. Merci à toutes et tous. Je propose tout simplement à Noémie, Cécile et Marélie qu'on reste ensemble quelques minutes pour débriefer. Et je vais tout simplement dire au revoir aux autres. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. J'étais un peu trop optimiste. Paf. Elle, je l'ai un peu poussée à la porte. On aura compris. Merci beaucoup à toutes les trois. Est-ce que ça a été? Et ouais, carrément, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait un type présent sur le chat que j'ai repéré assez vite qui, je sentais, pouvait bien foutre le bordel dans cette réunion. Mais bon, Louise a été hyper active, merci. Et on a senti le troll avec les liens supprimés 3-4 fois. Ah ouais, j'ai même pas vu, moi. Bien joué. Il publiait un faux compte des grands voisins. Il disait le vrai compte est par ici et il mettait un lien alors que c'était pas le bon. Et du coup, j'ai supprimé genre 5 messages, mais il le remettait direct, donc je l'ai jarté Zoom. Ouais. C'est un malade qui s'est approprié le projet des grands voisins, qui a déposé la marque des grands voisins le même jour que nous, au bout de 2 ans, et qui est persuadé que le projet des grands voisins, c'est lui, et il le fait soi-disant vivre, mais il est tout seul dans un bureau et complètement Starbos. Mais il bloque complètement. Ah la vache, ok. Ouais, donc ça allait pas du tout être constructif. Okay. Quand je l'ai vu, je fais « Oh putain, non, pas lui, c'est pas possible. » Ça marche, en dehors de ça, ça va? Vous vous êtes senti à l'aise, pas trop à l'aise? Dites-moi, il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, pas de susceptibilité. Non, très bien. Pour moi, c'était très fluide. Noémie? Bah oui, pareil, après je suis pas, comment dire, tu viens je suis un peu à côté, tu vois, sur une autre vision des choses, mais c'est intéressant de compléter, je trouve. Ah bah carrément, franchement, c'est hyper complémentaire. Moi, j'aime beaucoup avoir les deux, à chaque fois 2 angles en fait. Et là, il y a des... Bah non, c'était très bien. Marélie, de ton côté? Ouais, moi justement, Noémie, je trouve que tu as apporté un vrai truc, hein. Au sens où justement tu as amené toute une dimension participation à des personnes et gouvernance partagée avec les personnes que moi, typiquement, j'appelle pas du tout. Cécile a amené sur la question des lieux d'hébergement, etc. Mais non, c'était... Donc moi, j'ai trouvé ça chouette aussi, pardon. C'était pour répondre à la question que tu posais, Laurent. Bah ouais, très bien. C'est assez spontané, ce qui est cool, je compare avec des webinaires qu'on organise. Et c'est vrai que les interactions entre Cécile, Noémie et moi, je trouve que ça rebondissait aussi. En tout cas, pour trois filles qui ne se sont pas vues avant, c'était plutôt fluide. Ouais, c'est ça. En fait, normalement, on arrive à
on arrivait à regrouper, en fait, bah voilà, vous trois, on aurait réussi à vous regrouper au même moment en amont pour que vous puissiez déjà échanger, parce que ça vous permet d'être plus à l'aise et puis de mieux maîtriser ce que font l'une ou l'autre et tout. Là, ça n'a pas été possible, donc tant pis, mais normalement, c'est ça la méthode qu'on avait mis en place avec Louise. Du coup, c'est pas grave. En l'occurrence, je trouve que vous avez été vraiment, vraiment complémentaires et très chouette, de bonne humeur, avec la spontanéité qui va bien et tout. Donc, merci beaucoup. De Très rien. chouette. C'est compliqué comme sujet. Je sais pas trop comment. C'est Ouais, difficile d'être concret, je trouve, pour essayer de donner des pistes. bah, Parce que j'imagine que les gens ils viennent chercher du concret et on est toujours un peu. J'arrive pas à savoir s'ils ressortent avec OK, comment on fait en fait pour remettre en bah, place quoi. on a fait un sondage. Moi, je ne l'ai pas vu passer parce que je suis co-hôte, donc mais on a des résultats là-dessus de toute façon, donc on le saura un petit peu. Et C'est puis, vrai que moi, j'ai un peu la même impression que Cécile sur la difficulté à rendre le truc concret. Mm. ouais. Franchement, moi, je trouve que pour avoir fait du coup pas mal d'autres webinaires et tout, je trouve que là, il y a quand même des exemples concrets, il y a des phrases clés qui doivent faire tilter les gens, en fait, parce que si tu pars du principe que les gens viennent et qu'ils n'ont aucun point de repère, bah, c'est sûr qu'ils sont complètement paumés. Mais là, en l'occurrence, ils viennent avec l'idée quand même ils savent déjà ce que c'est que la gouvernance partagée, en tout cas, ils sont suffisamment intrigués. Mm. Et en fait, à chaque fois que tu dis un truc, ça fait tilt. Enfin, moi, il y a plein de trucs que vous avez dit. Je me suis dit, ah, mais putain, mais c'est vrai que je l'avais fait à tel endroit. Ou c'est vrai que j'avais vu ces limites-là, etc. Tu vois. Du coup, honnêtement, je trouve pas que vous ayez été genre trop théorique ou etc. Enfin, je sais pas, Louise, tu partages? Non, trop bien. Et j'ai trop aimé le fait qu'on ait projeté ici le modèle de gouvernance des grands voisins. Je pense que c'était un super exemple, Ouais. notamment. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Et d'ailleurs, ça m'a même fait capter que les cercles, c'est très bien, mais en fait, j'accompagne un mouvement bénévole qui fonctionne en cercle alors qu'ils sont 5. Ah ouais, Et non, que mais. j'étais là, mais non, mais en fait, c'est carrément une connerie. Mais quand t'es 5, faut Bah, faire un peu sinon, confiance aussi à l'humain, quoi. Hein. Ça fonctionne facilement normalement. bon, super. En tout cas, merci encore. Je vais vous laisser parce que j'ai une réunion là qui commence maintenant. Mais merci de vous être prêté au jeu pour le temps investi. Et puis du coup, vous trois aussi, enfin vous quatre, vous avez le droit de rentrer en contact en direct pour vous voir à un autre moment. Au contraire, je trouve que c'est trop chouette si vous ne vous connaissiez pas. Et puis moi, je suis à dispo pour faire le lien justement avec Louise. Donc voilà. Laurent, Merci. je te partage l'appel à manifestation d'intérêt de la communauté 360 sur la région, enfin en Loire-Atlantique en fait. Je pense qu'on est quand même les seuls en France à les avoir constitués de cette manière-là. Ouais. Vas-y, Et balance, ouais. voilà, tu verras, il y a un schéma, peut-être c'est intéressant en termes de gouvernance. Et moi, Noémie, je connaissais pas du tout le Falc, c'est ça dont tu as parlé? Facile à lire et à comprendre exact. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est hyper intéressant, je trouve. En fait, tu as plein d'outils et clairement, tu peux l'utiliser avec plein de gens. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, comment je passe à côté de ça? Bah, t'as ça, puis si tu tapes, tu les as en dessin. Voilà. Oula, attends, je t'ai perdu là, mais. Je me suis entendu parler, c'était très bizarre. Tu peux les trouver où, tu disais, Noémie? Sur Internet, si tu tapes Coactis Santé, là, tu as plein de fiches BD, mais c'est vrai que c'est plutôt dédié à la santé, mais en vrai, tu as plein de sensibilisation à plein de choses. Il y a plusieurs, hein, si vous voulez, je pourrais vous envoyer. Il y a Isabelle de Groot qui fait pas mal aussi de dessins comme ça sur plein de sujets, en fait, très différents, juste pour simplifier l'information. Et le facile à lire à comprendre, c'est une méthode. Mais ça, vous pouvez trouver c'est pareil, c'est libre d'accès tout ça. Donc, vous pouvez trouver, en fait, c'est plein de quelle police d'écriture j'utilise, quand tu as les troubles 10, le gras, les couleurs, enfin, il y a plein d'infos, quoi. Trop intéressant. Yes, mais c'est ça qui est chouette avec Lance, tu fais des parallèles de mondes qui ne se connaissent pas. Ah ouais, c'était hyper riche tout ce que vous disiez. Moi, je le transposais. Et en fait, c'est là que tu vois que le monde, ça avance, quoi.
crois que Laurent nous a quittés. Il a l'air. Cette partie. Ouais, Laurent est parti, il avait un rendez-vous, mais je suis toujours là. Ok. Bah, après, ouais, non, si, on a les adresses mail les unes des autres, de toute façon, dans le. Ouais, il y a une boucle de mail où vous êtes toutes dedans. Et nous, on vous enverra là, je pense d'ici la fin de la semaine maximum, le lien vers l'enregistrement, le compte-rendu et toutes les ressources complémentaires qu'on a pu glaner ici et là. Cool, bah, merci beaucoup. En tout cas, un immense merci à tous les trois d'avoir répondu positivement à l'appel. Je pense que c'était super riche et c'était une super manière de clôturer notre cercle de webinaire. C'était hyper intéressant. Merci pour vos partages d'expériences et témoignages. Avec plaisir. Et bien, à bientôt alors. Avec plaisir, merci tout le monde. Ouais, finalement, vous avez vu, je suis restée assez longtemps. Allez, bon après-midi à tout le monde. Bonne journée, à bientôt.